Allez, bonjour à tous et à toutes, les souliens, les soutiennes, les futurs souliens, les futures souliennes et tous les autres. La semaine dernière, on a parlé des choix Sloop Catch Deriver. On a fait les quilles aussi et ces petites questions-là. Et je vous avais dit qu'on allait continuer avec les points clés à voir lorsque on va acheter un bateau avant l'achat. On va regarder ça d'un côté absolument pas, comment dirais-je, look. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais si vous voulez, que le placard soit rayé ou qu'il y ait une trace sur le sol, ou que tout ça, ce sont des éléments de design et de look. Et là-dessus, par contre, comme vous savez, il y a bien des choses sur lesquelles j'arrondis beaucoup les angles, mais je suis intransigeant en ce qui me concerne sur le choix d'un bateau. On choisit des qualités marines et non pas la gueule de la cuisine ou l'orientation de la table. Je pense qu'il y a des choses qui sont hyper importantes à regarder, qui sont... et donc je vais vous donner la liste, je pense, qui sont... On ne peut pas négocier là-dessus. Puis après, il y a des éléments, je dirais, de choix de chacun. Vous voyez, le nombre de cabines ne détermine pas la qualité marine d'un bateau. Par contre, que sa quille soit bien attachée, ça c'est une autre chose. Je ne vous rappelle pas qu'il y a allez, des centaines de vidéos en ligne à regarder. Hein. Voiliersoul.fr. On est parti sur les points clés à voir avant l'achat. Alors oui, les points clés à voir avant l'achat, ouais, je sais pas comment dire ça de façon très gentille ou alors je vais parler à Thierry, tiens, il doit être en train de conduire son camion en ce moment-là, qui était là la dernière fois. Thierry veut acheter un Bavaria absolument et quand on regarde les photos et les vidéos des Bavaria, ensemble, on va regarder un petit peu ce qu'il voulait acheter, quel choix, machin, etc. La discussion qui revient toujours la même, c'est ouais, t'as vu Steph, la taille du carré, là il y a beaucoup d'espace, là il y a du rangement, là il y a ci, il y a là ça. Mais est-ce qu'un Bavaria, ça vit bien la mer? Et est-ce que son puits de dérive est bien attaché? Est-ce que son mât, etc., etc., etc. Ce sont des choses qu'on ne voit pas en photo. Et si vous voulez, on ne choisit pas une compagne de vie sur catalogue. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas... vous voyez, c'est à un moment donné, quand on choisit quelqu'un pour vivre avec et qu'on se dit je vais signer pour 40 ans, on essaye de faire que ça ne va pas casser au bout de 6 semaines, parce qu'elle a beau avoir tous les aspects de design moderne, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, dans le long terme, ce sont des choses primordiales. Il faut mieux peut-être regarder d'autres qualités. Avons-nous des... Voilà, je ne vais pas rentrer sur les choses, sur le couple. Et bien le bateau, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous achetez un bateau, aujourd'hui, Sol, il est de 87. Vous voyez, il tient la mer, on navigue avec. C'est un bateau, il est indestructible. Alors, c'est sûr que le sol pourrait être reverni, ou on pourrait refaire quelques petits trucs ici et là. C'est pas un bateau neuf, mais j'ai une confiance absolue à mon bateau quand le vent monte et quand la mer se lève. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas dans la cuisine ou dans l'orientation de la cabine arrière ou dans la manière dont est fait le placard ou la douche. C'est pas quelque chose qui s'achète sur un magazine, c'est pas quelque chose qui s'achète sur... voilà, quand vous regardez les photos du bateau, c'est pas là que... voilà, ce qu'il faut aller chercher derrière, c'est autre chose. Et donc les points clés à voir, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse, avant d'acheter un bateau, premièrement, c'est l'état de la coque et du pont, général. Pas d'osmose, pas d'entrée d'eau sur le pont, pas un pont qui est mou ou qui se craquelle ou qui a tendance de s'arracher au niveau des haubans. Donc une structure qui est
bonne et intacte. Donc voilà, vous regardez l'endroit où la coque est attachée, la quille est attachée à la coque, vous allez regarder les boulons de quille, vous allez regarder, tiens, il y a un bateau qui passe, l'endroit où est attaché le guindeau à l'avant, et cette pointe, vous allez regarder les points clés d'étanchéité, les hublots, le pont en général, la fixation du mât sur le pont, est-ce que là il y a des entrées d'eau, des fuites, vous allez ouvrir, il faut essayer de suspecter et de trouver, comme je vous avais montré dans pas mal de visites que j'ai faites, est-ce que le bateau il fait ça et qu'il y a la moitié des structures à l'intérieur qui gigotent, ou est-ce que ça bouge toujours un bateau, attention, ou est-ce que le bateau il est quand même bien fait, de construction solide, et que il va retransmettre les efforts qui suivent en avançant, ou il va les absorber en se mettant comme un chewing-gum. Donc ça, c'est une des choses qui est limitable. Allez regarder l'osmose, allez regarder toutes ces choses-là. L'état de la fibre, voilà, vous soulevez les planchers, vous regardez comment ça se passe dedans, est-ce qu'il y a des craquelures, on se rend vite compte de ça en regardant en état général du bateau, est-ce qu'il a pris de l'humidité dans le temps, ça vous allez vous rendre compte de suite. Une fois que vous dites, bon, ok, j'ai une coque saine, vous allez regarder, je pense que c'est hyper important, le système de barre et le système d'attachement du safran et la mèche de safran. Je montrais à Thierry la dernière fois, moi c'est 3 plans donc triangulaires en fibre qui sont attachés sur le bas de la coque, ça fait 1 m, ça va faire 1 m 10 de haut, c'est des panneaux en fibre larges comme ça qui tiennent la mèche droite. Je peux vous assurer que tu vois, c'est pas un plat en L qui tient une mèche, hein. Je peux vous assurer que ma mèche de safran, on va arracher tout le reste, mais le safran il sera toujours là, quoi. Donc ça c'est quelque chose sur lequel déjà je sais que je vais pas perdre que dans du flex et dans de la grosse mer, je pense à GG, vous vous rappelez qu'avait acheté cet ajusteur 50 là qu'on avait vu à Kariakou. Bon, lui, pour ne pas faire de mauvaises pubs à quelques marques de bateaux, mais il avait un First, il s'est fait maltraiter en Méditerranée. Le panneau arrière de l'attache du safran était, quand ils sont arrivés à Gibraltar, la première chose qu'ils ont dû faire, c'est sortir le bateau de l'eau et refaire tout stratifier tout l'arrière et refaire la mèche de safran. Bon, la Med, c'est pas un endroit facile, mais comme il m'a dit, ça aurait duré 6 heures de plus, je sais pas si on arrivait, quoi. Bon, tu vois, t'as beau avoir une super cuisine, hein. C'est un petit peu con de finir dans un radeau de sauvetage avec le frigo plein. Donc ça, c'est hyper important. La deuxième chose que vous allez regarder, c'est le gréement. Je veux dire, c'est quand même hyper important d'avoir un bateau. Bon, moi, je suis pas trop pour les mâts posés, mais bon, il y en a qui sont très bien faits, mais voilà, qui a un gréement qui est solide, sur lequel vous pouvez avoir confiance. Regardez-moi ce mât, il n'est pas souffert, la tête, les rayas, les barres de flèche, l'endroit où sont attachés tous les haubans, les galopants, tout ce qui va bien, comment est posé ce mât sur cette quille. Toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, ça c'est on est toujours sur la structure du bateau, vous voyez. Prenez aussi, je pense, un soin particulier à regarder comment il est gréé. Vous voyez, si vous achetez un sloop qui a sa voile d'avant qui ne monte pas en tête, je trouve ça, moi c'est quelque chose par exemple que je ne ferai pas, c'est-à-dire qu'il y a une pointe de tête de mât, ça tire bizarrement. J'aime pas trop ça. Quand vous avez une structure de coque qui tient bien, donc en état avec une mèche de safran, une quille, que tout tient bien, que vous avez un gréement qui est fort et solide, que vous êtes sûr de votre gréement, derrière, il n'y a plus grand chose, vous voyez ce que je veux dire, derrière, les winches, tout ce qui est les écoutes et ces choses-là, il faut que tout ça se soit en état, mais quelque part, tu achètes un bateau, le génois il est mort, c'est pas très grave. Tu changes de génois, moi j'ai changé de génois, vous voyez ce que je veux dire, on en trouve des occasions, j'ai acheté un génois 350 balles ou 400 balles, je ne me rappelle plus, au Cap Béar, parce que le mien était mort.
Fin de l'histoire. Je ne vais pas rater une vente sur un bateau qui est magnifique parce que la voile d'avant n'est pas en état. Je rentre ça dans la discussion de l'achat. Point barre. Un élément qui est pas mal et qui est aussi important, c'est comment a été traité votre moteur et comment l'axe, l'hélice et comment est attaché tout cet ensemble-là. Souvent, les bateaux en sortie de charter sont des très bonnes occasions, mais les moteurs sont rincés, quoi. Les mecs, ils ont tapé dedans pendant... Premièrement, ils tapent dans la vague en avançant comme des mulets. Donc, vous savez, quand vous tapez dans la vague, le mât, à chaque fois, quand vous tapez dans la vague, il fait ça. Hein. Donc, il faut absolument tendre le patara et tendre votre... donc, vous tendez votre... vous avez votre écoute de grand voile, vous la tendez à fond. Et comme vous avez la balancine qui est tendue aussi pour éviter que la baume touche le bimidi, vous avez une tension ici sur l'écoute de grand voile, plus une tension sur la balancine qui monte en tête de mât, ce qui veut dire que vous raidissez votre mât aussi ici, là, plus le patara à l'arrière. Pareil, patara réglable, moi ça c'est quelque chose qui pour moi est hyper important. Et voilà, dans quel état est votre moteur? Et j'ai envie de te dire, un vieux moteur qui perd de l'huile, c'est pas grave. Je veux dire, moi je suis inquiet par un moteur qui mange pas d'huile du tout, qui a pas de fuite, qui est machin, ça me, tu vois les vieux, moi j'ai un vieux Perkins qui a été reconditionné, il continue à fuir, c'est pas grave. Dessous, j'ai des petits bacs avec du linge régulièrement. Tu checkes ton huile avant de partir à chaque fois. Tu fais le complément, finalement comme tu fais du complément, il est tout le temps dans l'huile neuve, et puis ça pisse un peu, mais par contre, il faut que ton moteur, t'en sois sûr, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, il faut qu'à 2000-2200 tours, il n'y a pas de raté, ça démarre. Ça, regardez un petit peu l'état de ces choses-là. Quand tu commences à acheter un bateau qui a un moteur qui a 8000 heures, ça devient compliqué. Pareil sur les moteurs reconditionnés. Alors, moi, j'ai reconditionné mon moteur. Quand vous reconditionnez un moteur, il faut savoir que vous changez que le bloc. Donc tous les éléments additifs, la pompe à eau, qu'est-ce qu'il y a qui reste d'origine, la culasse, non pas la culasse, enfin bref, l'alternateur, etc., tous ces éléments le démarreur, tous ces éléments-là qui sont à l'extérieur, ils sont pas fournis avec. Hein. Donc si le mec il a fait un échange standard mais qu'il a gardé tous les vieux éléments dessus, ils vont péter les uns après les autres parce que le moteur neuf forcément il va leur tirer dessus. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut regarder. Ensuite, le parc de batterie. Ouais, les batteries sont neuves. C'est pareil, un parc de batterie, tu vois ce que je veux dire, hein, changer 3 batteries, c'est pas ce que ça va te coûter. C'est plus important de savoir que tu as un faisceau électrique qui est bien fait, qui marche, que les pompes sont posées correctement, que rien va te péter dans la gueule, que d'avoir une batterie neuve. Pareil, tu négocies ça dans la négociation, tu dis bon écoute mec, ton parc de batterie il est mort, je vais changer le parc de batterie, et puis basta. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est des éléments qui sont pas déterminants. Les vrais éléments déterminants qu'il faut que vous regardiez, pareil, si vous achetez un bateau, ça ne vous coûtera rien. Déjà, achetez ou faites-le faire, mais vous achetez pour vérifier la compression des cylindres. Un mano, ça vaut 4 €, enfin ça vaut 15 balles. Là c'est pareil, hein. Tu défais un injecteur, tu mets le mano dedans, poum poum, hop, un coup de clé, tu regardes, ok, l'autre de l'autre côté. À un moment donné, il faut que tu vois, ça c'est une des choses, pour le regarder la compression des cylindres de ton moteur, ça te prend 10 minutes. Ça c'est un élément qui est hyper important. Si déjà le moteur il a des compressions qui sont nazes, tu vas pas aller très loin avec. Et ça, au jour d'aujourd'hui, personne ne le fait. Moi, j'avais regardé les compressions des cylindres sur ce moteur, tu vois, enfin, sur l'ancien. On n'avait pas vu que la pompe à huile était morte, mais c'est pas pour ça que je ne me suis pas fait avoir, tu vois, pourtant. Mais voilà, la compression des cylindres, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Qu'est-ce que je peux vous conseiller encore de regarder? La capacité d'eau, la capacité de gasoil et l'état des réservoirs et la manière dont ils sont attachés.
tu sais que si tu récupères un bateau qui a une cuve à gasoil qui est dégueulasse, qui a les fonds pourris, tu vas être emmerdé sans arrêt avec un bateau, un moteur qui ne démarre pas, de la merde dedans, etc. Regardez un petit peu si vous pouvez à l'achat où est cette cuve à gasoil, comment on y accède et dans quel état elle est à l'intérieur. C'est souvent des choses pareilles pour la flotte. Regardez un petit peu l'état de ces réservoirs de flotte et comment ils sont. Vous allez être de toute façon embêté avec toutes les choses courantes quand vous allez acheter un bateau, à savoir la pompe de douche, la pompe à eau, ces choses-là. Le bloc froid, frigo, j'ai envie de te dire, faut qu'il marche, hein, mais ça c'est pareil, hein, bon voilà, faire changer, déjà t'achètes pas, tu convoques pas un électricien, un frigoriste bateau, si tu as un truc à faire, tu trouves un mec qui est frigoriste normal, tu fais venir à bord, changer le gaz, vérifier que ton moteur démarre et que l'évaporateur fonctionne bien. Il va pas te prendre des milliers des cents. Voilà, alors c'est sûr qu'il faut changer le groupe complet, c'est un peu plus de sous, mais c'est pareil, le frigo c'est pas déterminant à ta sécurité. Ça c'est des choses qui pour moi sont vraiment, regardez les choses qui sont structurelles avant toute chose. Je vous conseillerais pour des raisons pratico-pratiques de ne prendre que des bateaux qui ont des portiques. Encore une fois, je vous rappelle que quand vous avez l'annexe à l'arrière, si jamais ça se passe mal et que vous avez une voie d'eau, à un moment donné il faut évacuer un fou ou quoi que ce soit, sauter dans cette annexe, c'est la chose la plus rapide à faire. Et je vous assure que vous serez bien content d'avoir eu un portique à l'arrière. Et puis pour l'accessibilité, c'est vraiment bien. Et après, voilà, une fois que vous avez vu ces choses structurelles-là, pensez maintenant à des choses. Comment vous allez être dans du gros temps à la barre. Est-ce que vous êtes bien positionné? Est-ce que vous êtes protégé? Est-ce que vous avez vu sur vos indicateurs? C'est les choses qu'il faut prévoir. Est-ce que le pilote est en bon état? Ou pas? Ça, c'est des choses qui vont faire la part des choses. Le système de barre. Les prises de riz, quelque chose qui soit pas un système que le mec ait fait lui-même et que voilà. À partir du moment où vous avez les qualités marines attendues et que vous vous dites avec ce bateau là je pourrais faire le Cap Horn, j'ai pas envie mais je pourrais faire le Cap Horn, le reste j'ai envie de te dire c'est du détail. Et c'est vraiment comme ça que je vous conseille de faire le tour du bateau. Donc, structure de la coque, structure de gréement, état du moteur, capacité à donc rester à la barre par du gros temps et manœuvrabilité. À partir de là, il faut le sortir de l'eau et il faut aller faire un essai en mer au près. C'est les deux choses clés. Et le moteur. Tu le sors de l'eau, tu checkes bien tout ce qui va bien et tu vas faire un tour au près. Après, si ton indicateur de vent te lâche ou ton sondeur te lâche, ben, t'es bon pour un sondeur et t'es bon pour un indicateur de vent, mais bon, c'est pas la mer à boire, tu vois ce que je veux dire. L'électronique c'est pareil, je sais que les gens adorent les bateaux super équipés, mais aujourd'hui avec un téléphone, avec Navionics, vous naviguez, j'ai envie de te dire, un sondeur qui te donne bien le fond, un indicateur de vent qui va te donner ton orientation de vent, et un GPS extérieur qui te donne ta vitesse et ton cours sauvegarde, ton heading, je ne sais plus le mot en français, voilà, là où tu vas, et un bon pilote, et un téléphone. Je veux dire, t'as pas de radar, c'est pas grave, t'as pas d'AIS, c'est pas grave, t'as pas de chart plotter, c'est pas grave, hein, je veux dire, un téléphone, un iPad aujourd'hui, ça fait très bien l'affaire. Ne vous cachez pas la sécurité derrière de l'électronique, que le bateau soit super bien équipé en électronique, c'est une chose. Les propulseurs d'étrave, les gars, les propulseurs d'étrave, pareil, en dessous de 42 pieds, c'est une emmerde en plus. Et
pour en revenir là-dessus, moi, j'aurais choisi un bateau qui avait, c'est le cas sur celui-là, qui a de l'électricité la plus simple possible. Plus c'est simple, plus on peut dépanner. Éviter les bateaux où il y en a partout, il y a de l'électronique à plus savoir qu'en faire, parce que le jour où ça tombe en panne, c'est un petit peu le bordel. Donc, voilà les points clés. Je sais. Ah oui, l'accessibilité au moteur. Ça, c'est une chose qui, j'y pense en regardant en descente, qui est vachement intéressante parce que là, c'est pareil, de la mécanique, inévitablement, tu vas avoir à en faire. Et je peux te dire que s'il faut être comme ça dans un trou pour aller accéder au. Faire ta vidange, tu vois, ça, c'est sûr que tu vas devoir te la taper, ta vidange. Donc, c'est plus important, j'ai envie de te dire, d'avoir accès à ton moteur et de pouvoir dépanner et de te dire merde, voilà, je suis en panne, allez, qu'est-ce qu'il m'a dit Steph? Bon, j'ai le fil, le démarreur, ok, j'ai mon bouton pour le démarreur, j'ai mon bidon de gasoil, il est neuf, j'ai ma durite qui va là, ça rentre dans le filtre, ok, donc là, je pompe, j'enlève toutes les bulles d'air, ok, je me mets avec ma bombe, et voilà, je peux tout faire. Alors que si tu te dis, bon, alors, on sait que je vais faire, comment il est où le démarreur? Ah, mais je peux pas y accéder, j'arrive pas à mettre les clés. Ah, mais pour mettre mon tube de gasoil, j'ai pas. Et là, t'es dans la mer hein, quand ça t'arrive, parce que ça t'arrive jamais au port, ça. Et là, je peux te dire que t'es content d'avoir des trappes qui s'ouvrent autour et de dire waouh, c'est génial, je peux faire ce que je veux, j'y vois clair, je peux regarder mon niveau d'huile régulièrement sans avoir trop de problèmes. Allez, je vous l'avais fait pas plus long, vous avez compris l'histoire. L'histoire, c'est de regarder avant tout la navigabilité et la capacité du bateau à prendre du gros temps. Ensuite, on s'occupe de savoir si les banquettes sont blanches ou vertes. Allez, ciao ciao, à bientôt.